Bonjour Cyrielle Chatelain, merci d'être avec nous en ce 1er novembre. Bonjour. 857 actes antisémites selon le ministère de l'Intérieur depuis le 7 octobre. Des tags représentant des étoiles de David découverts sur des immeubles, sur des murs à Paris ou en Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'on a franchi un cap dans la haine des Juifs en France, dans l'antisémitisme en France, Cyrielle Chatelain ? On a une recrudescence inquiétante, inacceptable des actes antisémites. En 3 semaines, vous l'avez dit, il y a eu plus de 800 actes antisémites qui ont été perpétrés. C'est 2 fois plus que sur l'entièreté de l'année 2022. Donc c'est une recrudescence importante, c'est des actes nauséabonds, intolérables. Vous avez parlé des tags. Il y a aussi une mezouza qui a été brûlée sur la porte d'un appartement. On a à Villeurbanne une synagogue qui a menacé d'être incendiée, donc on est sur des actes graves. La Première ministre l'a dit, il n'y aura aucune tolérance pour les actes antisémites et sur ce sujet très précis, elle a le soutien plein entier des écologistes. Après, je pense qu'il ne faut pas se tromper. Il y a une longue banalisation de la parole antisémite, raciste. On peut se rappeler des propos négationnistes de Jean-Marie Le Pen, des propos révisionnistes d'Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle. On avait un antisémisme complotiste qui s'est installé avec Dieudonné, avec Soral. Et donc peut-être qu'on a un peu baissé la garde et qu'effectivement, il faut réaffirmer, il faut être intraitable sur ces propos antisémites et racistes qui ont été tenus lors de campagnes ou sur des plateaux télé. Enfin, maintenant, il faut être intraitable. Ce que vous voulez dire, c'est que l'antisémitisme est latent. Enfin, il existe en France et c'est pas forcément à cause du conflit israélo-palestinien qu'il y a une recrudescence, mais il a toujours été là. Mais il y a une recrudescence, mais en fait, oui, ce que je dis, c'est que ça fait longtemps qu'on a... Alors, heureusement, il y a des propos qui ont été condamnés. Jean-Marie Le Pen a été condamné pour ses propos. On aurait dû être beaucoup plus virulents et intraitables. Nous l'avons été, nous écologistes, nous à gauche, sur les propos d'Éric Zemmour. Mais voilà, les propos qu'il tient, par exemple, sur les régimes de Vichy, sont un contresens historique et sont extrêmement dangereux parce que ça vise à réécrire l'histoire. Et là-dessus, on doit être vraiment intraitable sur ce qui s'insinue, tout ce qui va permettre aux stéréotypes sur la population juive de continuer à se perpétrer. Donc non, il faut être intraitable sur les mots et il faut avoir conscience de l'impact des mots et qui peuvent après amener à ces recrudescences d'actes antisémites. Cyrielle Chatelain, au Proche-Orient, sur le conflit israélo-palestinien, vous affirmez qu'il ne faut pas répondre à la barbarie par la barbarie. Vous demandez un cessez-le-feu immédiat. C'est une grande partie de la NUPES et de la gauche qui demande ça. Mais finalement, est-ce qu'un cessez-le-feu immédiat ne risque pas de permettre au Hamas, désolé de l'expression, mais de passer un petit peu entre les gouttes et de ne pas être éradiqué et de préparer peut-être de nouvelles attaques si ce groupe terroriste n'est pas détruit comme le souhaite Israël ? La première chose, c'est qu'il faut se rendre compte de ce qui est en train de se passer à Gaza. On a les chiffres, on est à plus de 8000 morts, de très nombreux enfants. Mais donc c'est non seulement des bombardements énormes. Avant l'intensification du conflit ce week-end, il y a plus de 6000 bombes qui sont tombées sur un territoire qui est plus petit que la Corse et qui est 7 fois plus peuplé. Donc on peut imaginer les dommages humains. C'est des bombes qui tombent sur des hôpitaux, c'est des bombes qui sont tombées sur des écoles, donc c'est-à-dire sur des civils, sur des femmes, sur des enfants. On est aussi dans une situation de siège total. Il y avait au 26 octobre à peu près 2% des besoins alimentaires qui sont rentrés à Gaza. Oxfam parle, et l'ONU, d'utilisation de la famine comme arme de guerre. Donc à un moment, quand on est face à des barbares qui veulent s'en prendre aux valeurs même que nous portons, on doit être intraitable et c'est d'abord agir dans le cadre du droit humanitaire et respecter toute vie humaine. Pardon, Cyrielle Chatelain, mais comment on éradique le Hamas, ce groupe terroriste ? Comment on fait ? Et donc j'en venais à... Ça, c'était ma première réponse, mais je veux le redire parce que la situation est dramatique et ce sont des civils qui en payent le prix par leur vie. On a des blessés, on n'a plus d'hôpitaux. Comment on éradique le Hamas ? Déjà, il faut faire une claire distinction. La population civile de Gaza n'est pas le Hamas. Et donc, comment est-ce qu'on démantèle un réseau terroriste ? Eh bien, effectivement, on poursuit les coupables des exactions atroces du 7 octobre. On s'en prend à ses financements. On regarde les réseaux financiers, l'Iran, le Qatar, et donc on voit comment on peut avoir des actions diplomatiques pour assécher ces financements, et on s'en prend à la filière d'armement. Nous demandons en tant qu'écologistes depuis très longtemps d'avoir une transparence sur la filière d'armement. Je veux savoir comment un groupe terroriste acquiert des armes. Quelles sont ces armes ? D'où viennent-elles ? Et donc, on poursuit les coupables, on tarit les financements
et on va chercher les circuits d'armement pour éviter qu'ils s'arment. Je pense que ça, c'est une méthode qui est respectueuse de la vie humaine et qui vise à démanteler en profondeur et dans le temps le groupe terroriste. Cyrielle Chatelain, on va revenir en France si vous le voulez bien. Des trains à l'arrêt dans au moins 5 régions de l'ouest de la France, des vents violents, un risque de vague submersion. La tempête Ciarán va déferler à partir de ce soir, notamment sur l'ouest de la France. Est-ce que la multiplication de ce type de phénomène vous inquiète? Est-ce que c'est lié au réchauffement climatique finalement? Visiblement non, selon les experts. Voilà. Comment réagir là-dessus, vous, en tant qu'écologiste? Qu'est-ce que vous dites? C'est ça. Déjà, j'ai une pensée pour tous les habitants qui voient arriver avec inquiétude cette tempête. Je leur dis de bien écouter les conseils de sécurité. Vous aviez un spécialiste il n'y a pas longtemps sur votre antenne. Il l'a rappelé, surtout ne pas se déplacer si c'est nécessaire. Donc déjà, protégez-vous. Mon soutien quand même aux forces mobilisées. Et sur le réchauffement climatique, oui, on doit se préparer. Parce que peut-être que cette tempête-là n'est pas directement liée au réchauffement climatique. On en a eu d'autres avant. Par contre, ce qu'on sait scientifiquement, c'est qu'en fait, le nombre d'intempéries, de tempêtes vont se démultiplier à cause du réchauffement climatique, du réchauffement de l'air, de l'eau. Et donc oui, on doit être beaucoup plus résilient face à ces tempêtes et on doit avoir un système qui permet de se protéger parce qu'elles risquent d'arriver plus souvent. On va partir à présent du côté de l'Assemblée nationale où un nouveau 49.3 a été dégainé par Elisabeth Borne sur le budget de la sécurité sociale 2024. La NUPES s'est empressée, en tout cas une partie de la NUPES s'est empressée de déposer une motion de censure. Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI, l'a évoqué. Est-ce que franchement c'est la bonne méthode politique à chaque fois de répondre à un 49.3 par une motion de censure? On ne va jamais s'en sortir. La première chose, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un 49.3 ? Il y a un 49.3 parce qu'on a un gouvernement qui est incapable de construire une majorité autour d'un budget aujourd'hui qui ne répond pas aux besoins des Français, dans lequel, par exemple, si on parle du budget de la sécurité sociale, le financement des hôpitaux sont sous-évalués. Des hôpitaux qui sont en train de craquer. Donc il faut quand même se rappeler pourquoi aujourd'hui le gouvernement n'a pas de majorité. Parce que c'est un mauvais budget. Après, ils ont un outil de la Constitution qui leur permet de passer sans majorité. C'est le 49.3. L'outil en tant que parlementaire, la réponse, c'est la motion de censure. C'est la seule manière d'avoir un vote. Mais s'il faut le faire systématiquement. Mais c'est pour ça, nous, en tant qu'écologistes, comme l'année dernière, on pense qu'il faut des votes sur les premiers. Il faut imaginer, on est parti sur une litanie de 49.3. On en aura plus d'une dizaine dans les mois qui viennent, jusqu'en décembre. Nous, sur les premiers et sur le dernier, on ne peut pas laisser finalement le Parlement se faire piétiner et ne pas avoir de débat sur la question budgétaire. On doit pouvoir dire qu'il n'y a pas les besoins suffisants pour les hôpitaux, qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour la transition énergétique. Et ça, on l'a dans le débat sur la motion de censure. Après, pour nous, vraiment, les motions de censure utiles, c'est les premières, les dernières. Après, je peux comprendre que quand on dit quand le Parlement est piétiné, on pose une motion de censure. Voilà. C'est pas notre choix, nous on en ferait un peu moins, mais c'est aussi le seul outil qu'on a. Face à un gouvernement qui fait un 49.3. Ouais. Un mot sur la NUPES. Est-ce que vous y croyez encore à cette coalition de la gauche? Yannick Jadot, votre collègue écologiste qui est devenu sénateur, a dit qu'elle était morte. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? La NUPES est morte? Alors, la NUPES, elle ne va pas très bien. Je pense qu'il faut être lucide. Mais je pense qu'on a besoin de l'espoir que représente l'union de la gauche et des écologistes. Pourquoi on a fait une union? Parce qu'on voulait présenter aux électeurs la possibilité de voter pour un projet de société qui est à l'opposé de ce que propose Emmanuel Macron, un projet de société où finalement les plus riches s'enrichissent et les plus pauvres, voire même la majorité des Français, galèrent. En opposé total à ce que peut présenter la droite et l'extrême droite d'un repli identitaire et d'une guerre du tous contre tous. Nous, on avait un projet sur le progrès social, sur la solidarité et sur le partage. Et ça, cette union-là, autour de ce projet-là, moi, je pense qu'elle est indispensable dans les années qui viennent. Donc la NUPES en tant que telle, est-ce qu'elle a répondu à cet enjeu? Pas totalement, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est. Est-ce qu'on a besoin de garder les liens pour construire une union qui permette de porter ce projet? Absolument. Vous dites que la gauche a besoin de s'unir, a besoin d'une coalition. Pourtant, aux élections européennes, vous partez désunis, vous allez mener une liste autonome, vous les écologistes. Là, c'est pas un peu contradictoire, du coup, comme discours? Non, moi, je vous l'ai dit, on a besoin. Moi, à l'Assemblée, je fais vivre, et on est de ceux qui continuent à faire vivre la NUPES, à parler avec les insoumis, les socialistes, les communistes, on en a absolument besoin. On a besoin de travailler notre projet pour la France. Sur les européennes, on est sur une élection très spécifique, on est sur notre projet
pour l'Europe. Et je pense élection qu'après, différente. c'est une élection différente, c'est un seul tour, c'est pas 2 tours. Et surtout, il faut qu'on puisse présenter aux électeurs nos différents projets pour l'Europe. Nous, on pense qu'on a besoin de plus d'Europe par rapport au Covid, par rapport à l'Ukraine. Là, on voit bien dans un monde géopolitique tel qu'il y a, on a besoin d'une parole d'Europe forte, on a besoin d'une Europe de la défense. Et face au réchauffement climatique, on a besoin d'une Europe qui soit intraitable dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et je pense que les écologistes, parce que c'est dans notre ADN, veulent porter ce projet européen. Cyrielle Chatin, le message est passé. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Bonne Merci. journée. Merci Antoine Comte, c'était l'invité politique de la matinale sur France Info.